נתי אנא אלוהי ושמע לי עבדך בנעמתך הנני ואבנייך ירושלם יועדת תפילותי הושעני אלוהי באומים עד נפש קראתי מעמקים כלו עיניי מייחל לך ואני ימי כצל נטוי כמו עשב השדה אל תשליכני רחם רחם אלוהי כאב על בנים רחם רחם Alors, l'histoire. Oui, hein, mes vieilles copines que j'aimais tant et que je n'ai pas vues maintenant depuis un demi-siècle. Ina Brune. Oui, me voilà. C'était votre nom à l'époque où vous étiez avec De Gaulle? Ah non, parce que je me suis mariée après la fin de la guerre, avec beaucoup de difficultés, mais ça, c'est une autre histoire. Non, je m'appelais Dugas. Je me suis engagée en 1940 aux Forces françaises libres. Pourquoi? Parce que les Anglais n'ont pas voulu de moi. Ils ont dit, ah, on ne vous connaît pas, parce que je me trouvais à Londres presque par hasard. Ma sœur s'est mariée. Elle a épousé un Anglais. Nous étions là, ma famille et moi, pour son mariage. Et la guerre a éclaté. Et les Anglais m'ont dit, non, si vous pouvez nous donner une référence d'un membre de parlement, d'un juge, d'un évêque, de la reine d'Angleterre, pour ainsi dire, nous pourrions vous prendre. Sinon, on peut vous prendre seulement si vous êtes prête à faire la cuisine. Moi, jeune, ne sachant pas faire la cuisine, insultée au plus haut degré, je suis sortie de là en me vouant de ne jamais remettre les pieds dans l'armée anglaise féminine. Et quand De Gaulle a fait sa proclamation en 1940, je me suis précipitée chez lui. Les forces de Gaulle étaient en Angleterre, à Carlton Gardens. Alors moi, je me suis ralliée à lui dès le premier jour. Alors, puisque j'y étais dès le premier jour, je suis devenue temporairement sa secrétaire parce que tout était à organiser. Ensuite, il y a eu aide de camp et une organisation comme il se doit. Et j'ai été après la secrétaire de M. Pleven, un homme merveilleux aussi. Mais ils étaient tous merveilleux. René Cassin, Valérie Smith, toutes... C'était difficile de travailler avec De Gaulle? Pas du tout, pas du tout. C'était un Français par excellence.
un saint syrien, avec l'éducation militaire, un homme absolument droit, et je ne sais pas si on les trouve encore aujourd'hui. Pour une militante, pour une femme, la carrière est difficile? Ben, elle n'est pas facile, non. Mais comme j'ai toujours été assez sportive, j'aimais faire du camping, du rocher à Barbizon. Mais c'est quand même difficile. J'ai passé 5 ans comme ça, parce que j'ai fait toutes les campagnes de Beyrouth. On m'a expédié à Damas. De Damas, je suis allée au Caire, où j'avais le foyer du soldat au camp de Ména et une cantine mobile. J'allais à Suez 2 fois par semaine. Ensuite, on a fait toute la côte jusqu'à Benghazi, Tobrouk, Tunis. À Alger, j'ai eu le foyer de la soldate parce qu'on avait créé toute une nouvelle force féminine à Alger avec Giraud. Je suis restée là à peu près 6 mois. De là, j'ai fait toute la campagne d'Italie avec une ambulance, avec Madame Catrou. Et nous sommes allés, on a fait toutes les batailles de Naples jusqu'à Sienne. On a pris Rome, par exemple. De Sienne, on nous a arrêtés. Nous sommes revenus à Naples pour le débarquement par le sud de la France. Alors, l'ambulance a fait toute la campagne française, Strasbourg et Lyon et tout, prise de Paris. À Paris, il n'y avait plus d'ambulance. Je suis restée quelques mois et on m'a expédiée avec une unité de presse en Allemagne. Alors en Allemagne, j'ai vu la libération de Struthof, camp de concentration à Struthof. Horrible. Mon premier aperçu d'un camp de concentration, avec les fameux abat-jours en peau humaine et tout ça. Et nous avons continué. Nous sommes arrivés à Dachau pour la libération là-bas aussi de Dachau. Encore une chose horrible, inoubliable. Surtout, je n'oublierai jamais l'entrée de Dachau, parce qu'il y avait une grande chenille pour un grand chien, mais il n'y avait pas de chien, il y avait un homme là-dedans, un Allemand, un communiste, on nous a dit, qui était là depuis des années et qui était obligé d'aboyer quand quelqu'un venait à la grille, qui mangeait dans une écuelle et à force d'une pareille vie avait perdu la parole. Et les Américains l'avaient pris pour le réhabiliter. Je me suis souvent demandé ce qu'il était devenu. Et le reste, on le connaît, pas besoin de le décrire. Ina, avec une vie tellement mouvementée, tellement passionnée, tellement militante, tellement remplie, qu'est-ce que vous pensez des mouvements féministes actuels? Que nous pourrions peut-être faire beaucoup plus. Mais c'est pas facile pour les femmes non plus de faire beaucoup plus. Parce que de nature, nous sommes cloués à la famille, surtout quand la famille est jeune. C'est la femme de 40 ans qui devrait, au lieu de jouer au bridge, faire quelque chose d'autre.
Jérusalem vous a séduite comme capitale, comme ville? Oh oui, elle était toute petite à ce moment-là. Alors je finis avec mon mariage. On a appris qu'il y avait un rabbin bénévole à Tibériade qui tous les 6 mois faisait une tournée des kibbutzim et qui mariait toutes les femmes enceintes ou qui voulaient se marier. Alors nous sommes allés à Tibériade. Il a dit, mais bien sûr, tout ce que j'ai besoin, c'est de 2 témoins. Alors nous étions beaucoup plus intelligents à ce moment-là. Moyennant 5 livres sterling à 2 personnes rencontrées à un café, ils ont témoigné que l'on nous connaissait. Enfin, nous étions mariés et nous sommes revenus vivre à Jérusalem. Pour le meilleur et pour le pire. Oui. Et c'était une petite ville charmante. Combien d'années à Jérusalem? Depuis 1946, je demeure à Jérusalem. Et C'est une ville attachante? moi, je trouve, je ne saurais pas vivre ailleurs. Il y a des changements qui se sont passés quand même entre 46 et 97. Ben, Il y a oui. une certaine reconnaissance de facto de la part de nos voisins, disons. Ben, c'était infiniment mieux en 48. On s'entendait déjà très bien avec nos voisins arabes à ce moment-là. Nous allions à Bethléem, je connaissais les gens là-bas. On est allé prendre le thé. En vieille ville, je connaissais tout le monde. Comme tous les autres, les quelques habitants de Jérusalem, nous nous connaissions. Et c'était très agréable. Les relations sont plus tendues maintenant. Aujourd'hui, il n'y a plus de relations. Je n'aime pas m'arrêter chez les anciennes connaissances parce que les autres arabes de la ville qui ne sont pas pour la paix, ça peut leur apporter des ennuis s'ils bavardent avec des Israéliens. Vous n'avez aucun contact avec des anciennes connaissances? Je leur fais un petit signe de tête en passant. Ils me comprennent très bien. Voilà où nous sommes arrivés. בלה, את ירושלמית. כן. כשאת קוראה עכשיו את הקטעים האלה שהתפרסמו בעיתון המעשה שלך, נכון. לפני 5 שנים, מה את חושבת ככה? אני חושבת שאלה היו רגעים גדולים, וכאן כשאני קוראת אז אני רואה שבאמת הייתי במודעות וב100% עשייה, כי אני רואה שאנשים צעקו עליי והיה דיאלוג בינינו, ואני בכל אופן החלטתי שאני מגנה עליו, והיו כבר יריות באוויר, עמדו מולנו 3 גברים שרצו לראות, ואני חושבת כאילו לפעמים אני חושבת מה היה קורה אם לאחד מהם הפיוז היה זז והוא היה יורה. ראשון הוא היה הורג אותי, וכי בכדי להגיע אל הערבי הוא היה צריך להרוג אותי קודם. פחדת באותו רגע? לא, לא. באותו רגע זה היה מעמד הר סיני בשבילי. וכל פעם כשאת, לא כל פעם, הפעם, זה מחזיר אותך ממש לרגע הזה? כן, כן. אני עכשיו הייתי לפני כמה ימים, זה הרי קרה ב-13 במאי. אז אני הולכת מדי פעם, אני מדליקה שם נר, ואני מברכת ברוך שעשה לי נס במקום הזה. זאת הייתה הברכה שברך יעקב אבינו, בא לברך יעקב אבינו את הבור הזה שזרקו לשם את יוסף.
אז לפני שהוא ירד למצרים לראות את יוסף, הוא אמר שהוא רוצה לעבור מהבור, והוא אמר, ברוך שעשה לי נס, והיה לי נס גדול. תראה, אני יצאתי משם 500 טון קילו הרגשתי. זה ממש... והמקום הזה, מי שראה את המקום, את הסיטואציה הצפופה הזאת, בעידן של טרור כזה, לא מבין באמת איך זה יצא בלי נפגעים. טיפת דם שם לא נשפחה, וזה מה שהיה חשוב. הלכת איתי. כן, אבל את ממשיכה בדרך. כן, כי זה אני. אין, אף אחד לא ישבור אותי, בעולם לא. תשמע, אם זה לא שבר אותי, כבר כלום לא ישבור אותי. הייתי באושוויץ לפני שנתיים, כן? אז יצאתי עוד מעודדת ומאושרת ממה שאני הייתי. באתי לאושוויץ, יהודייה גאה, הנפתי את הדגל הזה, הבאתי אותו לפה, ואמרתי, אני ישראלית, רק דרכתי על הרמפה ועל פסי הרכבת, מה זה, קיבלתי נפילה כזאת, כל הגוף שלי נהיה נמלים, פתאום היה לי כמו איזה דז'ה וו. בדיוק, פתאום שמעתי את אמא שלי, זכרונה לברכה, מספרת לי את כל המאורע ואת כל הייתי שם במקום הזה שהיא הייתה, בקבוצה של מנגלה, של ניצולי התאומים, בצריף שלה. היא לא, קודם חשבתי שהיא משוגעת, שהיא מספרת דמיונות וזה, בדיוק, איך שהיא סיפרה לי את המקום, הרגשתי שאני מכירה את זה, שאני שייכת לי פה. והריח, עוד היה ריח של הגופות השרופות, כזאת תחושה, ומסביב היו בתים ישנים שהם לא יכלו להגיד שלא הריחו את השריפה של האנשים. ונהיה לי כעס, תשמע, ב5 ימים הורדתי 5 קילו, לא יכולתי לבלוע שם המים אפילו. מתי זה היה? לפני שנתיים, נסעתי עם יושב ראש הכנסת ועם כל המשלחת, 50 שנה למלחמה. יש לי תמונות מאוד יפות, יש סרט של ה-CNN שעשה לי, נתתי רעיונות לכל העיתונות, גם לצרפתים. על הדור השני של השואה שגדל בלי סבים ובלי סבתות. אז מה, אז אני אסכים שאני והילדים שלי נלך במרכז ירושלים, בארץ ישראל, בירושלים הקדושה והמשוחררת, אז אני אסכים שזו תהיה החוויה של הילדים שלי, לראות לינץ' באמצע הרחוב? זה לא מתאים. וככל שהמקום הוא קדוש יותר, אז הוא רגיש יותר, אז הרבה עיניים לוטשות אליו יותר. והחיכוך, נוצר חיכוך, כי זה אנרגיות. האנרגיות השליליות והאנרגיות הטובות והאנרגיות המקודשות. ככה, נדפקים. בירה של תשוקה, ירושלים. כן, כן. של הוויה, של חלום, של משהו שמיסטי, של משהו הירואי, שלא נודע. ואתה מרגיש את זה, זה אין אפס. כשאתה הולך ברחובות ירושלים, זה לא כמו ללכת בדיזינגוף או בשנקין, כן? או לטייל זה טוב לחוות את הטוב ואת הרע בירושלים. כן, כן. תשמע, זה כגודל אהבתם, גודל צנעתם, וגם הפוך, ככל שאתה סובל כאן יותר, אתה אוהב את העיר הזאת יותר. אני מאוהבת בעיר הזאת. אני יכולה סתם, אני יוצאת בשבת מכאן עד הר ציון ברגל, רק בשביל לראות את הבתים, את האבן, את היצירה, את המגדל הגדול בהר ציון, את הכנסיות. אתה רואה הר ציון, קבר דוד וכנסיית ישו, הסעודה האחרונה, ביחד. כל הדתות בעצם היו צריכות להתחבר, אבל הדתות הביאו אסון על העולם, הביאו מלחמות. כי זה משך לפה, זה משך לשם, זה סיפר על הצטלבות, וזה סיפר על המים האחרונים, והם עם מוחמד, ואנחנו עם הסיפורים שלנו. במקום שייווצר איזשהו משהו שמאחד, שכולנו בני אברהם אבינו בעצם, כמו שאומר כל הזמן המלך הירדני. כולנו נכדיו של אברהם אבינו בסופו של תהליך. אבל אנחנו לא מחברים את הקשר הזה, אפילו את הקשר המשפחתי אנחנו לא רוצים לקחת מזה. מזה שאת אומרת כל הדתות, הביאו לי מלחמות. כן, חורבן, תראה, מסעי הצלב. אז משתמע מזה גירוש ספרד, הכל היה על נושאים דתיים. עדיף להיות חילוני. לא, אבל לאיזה חילוני? למי תשתייך? גם לכל חילוני יש זיקה. אפילו לחילוני ביותר, משהו בנפש מחזיק אותו, כי הוא קורץ מאיזה חומר. הוא לא בא מההיפותוטם, הוא בא מבן אדם, שהוא גם שייך לשורשים של איזה מקום. אין, הגוי הכי גדול, גם אם הוא גוי, גם היהודי הכי
אחי שלא רוצה לשמור, הוא יעשה ליל הסדר, הוא ילך לשמוע את זה, הוא יצום ביום כיפור, הוא יעשה משהו שיזכיר לו את היהדות שלו. מסתבר שזה דת. כן, כן, אז זה מה שאני אומרת. נכון. זה לא פשוט, אתה מבין? מאיפה את שואבת את הכוח הזה של... שמעתי אותך רוצה בדרך להקמת עמותה בין חילונים שמקשרת בין חילונים לדתיים. ואחרי שכל הדברים שחבת על בשרך, אני שואל את עצמי מאיפה הכוח הזה? כי תראה, האם זה לא מעייף? האם הסחף לא עושה את שלו? את אימא בת 8 ילדים. כן, ובדיוק. ולא מספיק שאת אישה ואת עושה את כל הדברים שנשים עושים כל יום. ובגלל ועדיין להיות מיליטנטית ולנסות לשנות את פני החברה לכיוון הטוב. זה קשה לעשות את זה. כן, זה קשה, אבל הכוח של האחריות, דווקא בגלל שאני אימא ל8 ילדים, אני דואגת לאיזה עולם, למה הייתי צריכה להביא ילדים לעולם כזה? ואני מוכרחה לתת להם תשובה, ואני מוכרחה למצוא להם פתרון, ואלה הפתרונות שאני הולכת לחפש עבורם. דרך המפגשים עם אנשים, אני אפגיש אינטלקטואלים, עם רבנים, את פשוטי הציבור, אתה מבין? את אלה שזורקים אבנים בבר אילן, עם אלה שדווקא רוצים... אני לא רוצה שאף אחד יחזור בתשובה, ושאף אחד יתכנס לשאלה בתשובה, שהם יישארו כולם איך שהם, אבל שיוכלו להיפגש. Vous êtes sabarite, c'est-à-dire... Oui, je suis née ici, à Jérusalem. Voilà. Ici. Combien de générations? Mais non, c'est la première génération. Mais pas, oui. Les parents d'origine? Oui, mes parents viennent, mon père vient, je crois, il est irakien. Ma mère un peu, il y en a, la race est espagnole. Mais ils sont mélangés un peu. Et je suis née ici à Jérusalem, dans le quartier bien connu espagnol. Ça veut dire le Ladino. En vieille ville? Non, c'est pas en vieille ville, c'est auprès de marché, auprès du marché de Mahne Yehuda. C'est le nouveau ville, ça veut dire nouveau, près de Jérusalem vieux, mais très près. Voilà, à la maison, pas à l'hôpital. Jérusalem, qu'est-ce que c'est pour une femme? Jérusalem, c'est une femme, vous savez. Je crois que si vous savez que je chante, je suis une chanteuse. Maintenant, je chante à Jérusalem. Je chante des chansons d'amour. Et je crois que si je chante à Jérusalem, je chante. Jérusalem, pour moi, c'est une belle femme, forte, ancienne, jolie, charismatique, mais c'est une très féminine. C'est une place très féminine. Oui. Regarde Par exemple. Oui. le muraille. Voilà, le muraille de l'ancienne ville. Si tu regardes la muraille, moi je sens comme l'un part de cette muraille. Bon, j'ai une chanson qui dit « Je suis comme un, comment on dit, chabura ?» Comme une ceinture. Comme une ceinture. Les murailles, c'est comme une ceinture de femme, de Jérusalem. Toutes ces, comment on dit, le kippot, les dômes. Les dômes des églises, de mosques. Les mosquées. Des mosquées. Ils sont comme de bijoux pour cette femme. Ancienne. Elle assise si bien sur la terre, sur les montagnes,
comment on dit ça, de montagne comme une éclat. Oui, c'est un éclat. Comment on dit ça? Comme un collier. Comme un collier qui est. Cette femme a mis dans. C'est une femme 100%. 100%. Ce que vous me dites là, c'est un peu le cantique des cantiques. Qu'est-ce que ça veut dire le cantique de cantique? Shira Shirim. Oui, là oui. Tu vois, dans des chansons, on chante, on chante à une femme qui est jolie, les cheveux jolis, le corps joli, les yeux brillants et noirs jolis. Tu peux trouver ça dans cette ville, dans ce pays de Jérusalem. C'est peut-être une projection personnelle de Shoah, c'est peut-être une idée ou un fantasme de Shoah. Peut-être, je ne sais pas. Mais si je chante dans une belle femme, je chante à Jérusalem. C'est une femme il y en a beaucoup des hommes qui le veulent, beaucoup des hommes qui veulent comment on dit, le tien. La tenir, la tenir, oui. C'est une femme qui est désirée pour beaucoup des hommes, beaucoup de monde, beaucoup de pays, beaucoup de générations, beaucoup. C'est une femme. Pour moi, c'est complètement une femme. Mais il y en a des moments dans la vie que tu me dis, écoute John, tu fais tout ce que tu peux dans cette chambre, dans l'hôpital. C'est bien, c'est l'humanité, c'est donner de la vie, tu as fait vraiment des jolies choses, des bien choses. Des bonnes choses. De bonnes choses. Mais surtout, j'ai les feelings, how you say feeling? Les sentiments. Le sentiment que tu as fini, c'est passé. Il n'y a rien à faire. Tu as fait ce que tu as pu faire. Oui. Il faut le temps te dire maintenant que tu peux faire quelque chose qui spécialement pour ce temps-là. Et j'ai commencé à chanter si tu peux le dire, le premier jour de l'intifada. C'est ce qui t'a poussé à la chanson? Oui. Est-ce que tu vois la paix loin, proche? Non, il y en a la paix. Il y en a la paix. Elle existe? Elle existe. Malgré les bombes? Malgré les bombes. Vous savez que quand le bombe a explosé en Jérusalem, mes musiciens m'ont téléphoné. Tout de suite. Il y en a l'un de mes musiciens, il sait, je vois le télé et mes larmes s'écoulent. Je pleure. Et je pleure. Et c'est pas sporadique. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup des amis arabes chez nous parce que nous sommes, moi et mon mari, il est médecin, alors il est vraiment international dans sa voix, quand il voit. Mais il y en a beaucoup du monde qui m'a téléphoné, des Arabes. C'est pas des Juifs qui téléphonaient et ils sont nerveux et furieux de voir et d'entendre ce qui arrive. Mais il y en a quelque chose qui est très important. Ils sont peur. Ils ont peur de dire. Pas seulement chez eux, chez nous aussi. Alors quelque part, le courage, c'est de ne plus avoir peur. Et ça, voilà. Il faut être courageux pour dire, pour démontrer, pour faire des choses.
pense que 68 a fait de la femme ce qu'est aujourd'hui Jérusalem. C'est-à-dire une femme qui est devenue égoïste, une femme qui a quitté ses parents, qui a quitté son mari, qui a quitté ses enfants, et qui va vieillir seule, abandonnée de tous. Et je pense que la femme est responsable, beaucoup plus que l'homme. C'est très dur ce que je dis, mais je pense que la femme est responsable beaucoup plus que l'homme, puisqu'elle est responsable des naissances, responsable de la vie. Elle a aussi la mort dans les mains si elle le veut. Alors elle devrait utiliser tous ses atouts pour ne donner que la vie. Et donner la vie, c'est pas seulement la donner d'une manière physique, c'est la faire poursuivre, c'est s'abandonner, c'est-à-dire c'est se mourir à soi-même, c'est-à-dire faire beaucoup de sacrifices et retourner à ce qu'étaient nos grands-mères, des femmes sages qui restaient à la maison et qui éduquaient les enfants. Tu restes encore single? Oui, c'est la photo que je préfère. C'est quand il est encore très très pauvre et qu'il a passé 11 jours, 11 nuits et jours dans son atelier pour essayer de mettre au point la machine à coudre. Et c'était 11 jours de transe. Et à la fin du 11e jour, quand il pensait que la machine était terminée, il l'a présentée et elle ne marchait pas. Alors, déprimé, déçu, il est retourné dans son atelier et il a essayé de comprendre pendant toute une nuit ce qui pouvait se passer. Et il a découvert que c'était l'histoire d'un boulon qui était mal vissé. Et le lendemain, il est devenu l'homme peut-être le plus riche de son époque. C'est marrant parce que tu me racontes ça et on te voit un peu quelque part dans l'atelier, témoin de ce qui se passait. Oui, c'est certain que je l'ai beaucoup imaginé. Mais il était acteur aussi. Et non seulement acteur, mais il avait monté sa propre troupe avec tous ses enfants, sa femme. Il avait une roulotte tirée par des chevaux. Et il a fait comme Molière. Il a fait le tour des États-Unis en présentant chaque soir une pièce de théâtre, une pièce de Shakespeare. C'était un grand Shakespearien. Et il gagnait sa vie comme ça, et la vie de sa famille. Et quand moi je suis montée sur les planches, ma grand-mère m'a fait remarquer que j'avais certainement ça dans le sang. Il y a quelque chose qui passait dans les chromosomes. Oui. Et bon, on passe aux planches. Oui. Oui. Les planches. Les planches qui sont là sur la table. Ah, alors regarde. Il y a tout un tas de planches. Ce sont déjà des vieux journaux qui sont tout jaunes, qui datent de 15 ans. Et c'est ce qui me reste de ce que j'ai quitté à Paris. Très peu de choses. Ça va revenir. Qui sait? La passion existante, ça revient toujours. Oui. Tiens, regarde là. J'ai un très bon article je crois que c'est François Chalais. Tu veux que je te le lise ou tu veux le lire? Ici, c'est une photo. C'est une pièce que je joue avec Jacques Fabry. Et excuse-moi, je me souviens plus du nom de cet acteur que j'aimais beaucoup. Ici avec Francis Huster, dans Une badine passe avec l'amour. Lui dans le rôle de Perdican et moi dans le rôle de Rosette. C'est dans ce rôle que j'ai commencé mes débuts de théâtre. Ici c'est dans un film israélien avec Arnon Tzadok. Celui qui tournait dans Horace Soradim derrière les barreaux. Voilà, c'est ça.
Ici, c'est à Abima, où je suis allée un an. C'est classique comme théâtre. Oui. Un an de Abima, ça t'a apporté quelque chose? Ça aurait pu m'apporter quelque chose. On m'a proposé de travailler au théâtre de Beersheba à la suite de Abima. Mais je n'ai pas pu accepter puisque j'avais une petite fille. Agar était trop petite. Combien d'enfants? 2. Quand je vais à Jérusalem, si tu veux que je sois terre à terre, Non. quand je vais à Jérusalem, je vois des gens fanatiques de tous les milieux qui se promènent à Jérusalem. Beaucoup? Des gens qui... Beaucoup, oui. Beaucoup. Et pour moi, Jérusalem, c'est la ville des avocats, la ville des banques. Jérusalem, la vieille ville, c'est la ville des marchands du temple. Je dis pas ça parce que la plupart sont arabes, mais qu'ils soient juifs, arabes, ou grecs, ou arméniens, c'est l'appât c'est pour attirer les clients, les touristes. Jérusalem, à la mosquée d'Omar, ou bien au mur, ou bien au Golgotha, ce sont des démonstrations de religion fanatique, des gens qui se détestent les uns entre les autres. On sent, au travers de la chaleur de l'été israélienne, on sent qu'un incident peut tout de suite amener à une explosion collective. Je n'aime pas du tout aller à Jérusalem. Et après, il y avait un arrêt à Marseille, un arrêt d'un quart d'heure à Marseille. Vous avez voyagé ensemble? Non, absolument pas. Attends, j'arrive. Il y avait un arrêt à Marseille d'un quart d'heure. Et donc, il est descendu de son wagon. Il était à, je ne sais pas, 6 wagons après le mien. Et il est descendu du wagon. Et moi, je suis sortie, j'étais sur les marches extérieures du wagon. Je le voyais arriver en courant. Je me suis dit, non, c'est pas vrai, il va encore me fatiguer. Il va encore me fatiguer. Alors, je commence à monter dans le wagon. Et il me rattrape comme ça. Il me dit, bon, s'il te plaît, non, s'il vous plaît, il me vous voit. Est-ce que tu veux venir prendre un café? J'aimerais bien que tu viennes prendre un café, enfin que vous veniez prendre un café. Et tu vois vraiment les images, les odeurs de l'époque? Ah ouais, la chaleur surtout de l'époque. et voilà, et finalement j'ai pris mon sac parce que ça a duré, je sais pas, une demi-heure. Et j'ai pris mes affaires, il a pris mes affaires, il m'a dit, on a traversé tout le wagon, c'est vrai que c'était un wagon vide avec la clim. Fantastique. Donc je me suis assise à côté de lui, alors je lui ai demandé d'où est-ce qu'il venait. Il m'a dit Jérusalem. Quand il m'a dit Jérusalem, ça a tilté. C'est vrai? Il m'a sorti un petit bouquin de Torah comme ça. Oui, non, mais pour toi, la Torah, c'était comme le catalogue de la Redoute ou quelque chose, tu ne comprenais pas ce que c'était. Rien du tout. Et après, je lui dis, mais d'où tu arrives là? Alors il me demande où est-ce que j'arrive, je suis de Lyon, je pars à Nice pour du boulot. Et après, alors je lui demande d'où est-ce que tu viens? Il me dit de Jérusalem. Je dis non, mais maintenant, d'où est-ce que tu viens? Il me dit oui, j'ai pris un avion, je suis arrivée à Lyon. J'ai pris un avion de Jérusalem, je suis arrivée à Lyon. Et là, je prends le train pour aller à Nice pour voir mes parents. Parce que chaque année, il va voir ses parents à Nice. Et Jérusalem, c'est pas vrai. Je me suis dit, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je l'aurais pas comme ça. Je me suis dit, putain, un juif. Non, mais quand tu as dit que ça fait un titre quelque part, Jérusalem. Oui, parce que c'était un juif. Oui. Et non, pas parce que c'était un juif. Tu avais des idées préconçues sur les juifs? Non, j'ai pas d'idées préconçues sur le juif, non. Ouais. Mais pour moi, le juif, c'était les magasins à la Croix-Rousse, les boutiques à la Croix-Rousse, c'est sorti de là. Le commerce. Le commerce, le business, les sous, et voilà. Et donc, je suis arrivée dans la maison de Manuel. Le choc.
Alors, le choc, parce que c'est une maison monstrueuse d'abord, et c'est une grande maison, et il y avait des pièces dans tous les sens. Et moi, je ne connaissais pas ces pièces arabes-là. Je trouvais ça super beau. Sauf que c'était le foutoir total. C'est-à-dire que la maison, Manu, elle était toute seule. La profession de Manu. Manu est décorateur de théâtre. Oui. Mais, avec sa profession, il n'y avait pas des poupées partout, c'était, je sais pas, c'était un entrepôt, un dépôt, je sais pas, un grenier, un débarras, tout ce que tu veux. Et il m'avait prévenu au téléphone, il m'a dit, tu sais, c'est pas une maison vraiment habitable pour les enfants. Et je dis, mais non, c'est pas grave, on va s'arranger. Je lui dis, c'est une grande maison. C'est pas grave, on va s'arranger. Le choc, quand je rentrais, le choc. J'ai posé les affaires, j'ai posé les enfants, j'ai commencé à nettoyer toute la pièce. T'avais la table de ping-pong, les habits, mais des trucs, mais je te dis pas, 20 ans. Bref, l'horreur. Alors Saïda, avec son islam, ouais. Ici à Jérusalem, c'est quelque chose d'important? Alors Saïda, avec son islam, ouais. Ici à Jérusalem, c'est quelque chose d'important? Je sais pas, oui. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est quelque chose d'important, oui. Oui, ça doit être important, oui, bien sûr, parce que je ne le ressens pas tous les jours comme ça, mais par exemple, quand je me balade dans la rue, on me demande si je suis yéménite, éthiopienne, tout sauf arabe. D'accord. Tout sauf arabe. Donc, moi, je me jette sur les gens pour leur dire non, je suis arabe. Arabe musulmane en plus, je ne dis pas je suis simplement arabe ou français, algérienne née en France. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les gens en France? C'est le choc. Le choc, quoi. Comment, pourquoi tu es à Roma et pas à Bethléem, quoi? Pourquoi tu es dans ce café branché, entre parenthèses? Ça te crée beaucoup de problèmes? Non, ça ne me crée pas de problème, au contraire. Au contraire, j'adore ça. J'adore ça. Parce que l'image qu'on se fait des Arabes, en Israël, c'est l'ouvrier avec sa pioche, c'est la maman avec son foulard, c'est tout. Sorti de ça, on ne connaît rien. Et l'image que l'on se fait des Arabes en France, c'est la même? Ouais. Ouais, c'est la même, ouais. Ouais, c'est la même. Sauf que là-bas, tu vois des Algériennes, je veux dire, journalistes, les Algériennes s'habillent comme des... à l'occidental, quoi. Ici, tu ne trouves pas ça. Ici, tu ne trouves pas. Tu peux dire se saper, hein? Se saper. Ça passe à la télé, se saper. C'est français, c'est français. Ouais, ici, je te dis, ici, on a l'habitude de voir la petite... Surtout, je me suis baladée un jour avec... j'ai mis une des robes palestiniennes de Manu, et on m'a demandé mes papiers. Les robes palestiniennes de Manu, là, je n'ai pas compris. Oui, Manu a fait une collection de robes palestiniennes. Oui. Et un jour, je me suis habillée avec une de ces robes. Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu faisais du théâtre, du décor de théâtre. Oui, mais son métier, c'est décorateur de théâtre. Mais il est aussi photographe, il est aussi... ethnologue. Ethnologue, ouais. Avec ses robes. Il prépare aussi en ce moment une collection de costumes palestiniens au musée d'Islam. Et voilà. Et ça s'est fait finalement au bout de 20 ans. Et tout le monde est très content. Et tout le monde est très content. Et voilà. Ça fait 6 ans que tu es ici. Ouais. Est-ce que c'est arrivé de te poser une question pourquoi 6 ans? Tu aurais pu repartir au bout de 15 jours. Ouais. Non, mais c'est beaucoup plus compliqué. Compte pas, je ne peux pas repartir au bout de 15 jours. Quoi. Je veux dire, non, mais j'ai exagéré. Tu aurais pu bon, repartir au bout d'un an, 2 ans. Parce que quoi? Quelle est la question? Oui, alors la réponse. Parce que... Si ça serait à refaire, tu ferais la même chose? Si ça serait à refaire, ouais. Ouais. Donc quelque part, c'est positif. Ouais. Tu as retrouvé des choses dont tu ne savais pas la solution en toi et que tu as trouvé ici, non, spécialement à Jérusalem? Ouais. Par exemple? Il y a des choses que j'ai trouvées auxquelles je ne m'étais pas posé la question. Enfin, je ne sais pas si c'est ça. Explique. T'as compris. Je sais pas, la vie en Israël, la vie de tous les jours, je sais pas.
On parlait de la misère, donc justement ici la misère est politique. Mais elle est beaucoup plus forte que la misère en France, quoi. Enfin, on la ressent beaucoup. Quand tu te balades par exemple à Jérusalem, tu vois pas la misère. Mais il suffit que tu sors de Jérusalem, tu vas dans les camps, je me répète encore là. Et là la misère, tu la sens mais bien quoi. C'est honteux, c'est honteux. En France, tu as la misère partout, c'est presque banal de voir des gens par terre, les clochards, des jeunes qui mendient, le métro, c'est la déroute. Mais si, tu vois pas ça. Mais si tu cherches à voir, tu vois. Tu vois. Et toi, tu cherches à voir? Ah ouais, moi je cherche à voir, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, moi je cherche à tout voir ici. Vous, les femmes qui avez la qualité de mettre au monde, de par ce fait, de par ce facteur, si la paix, si la politique serait entre vos mains, vous pensez que la paix serait déjà là? Peut-être, il y a peut-être de bonnes chances. Non, pas forcément. ודאי. Je crois qu'il y en a quelque chose. Non, je sais rien, je pense pas. ורחם אלוהי,